Bonjour. Suite aux circonstances actuelles et à la décision du ministère d'arrêter provisoirement les cours afin de limiter bien évidemment la propagation du virus Covid-19, je vais essayer dorénavant de poster des vidéos des chapitres restants du cours Management 2. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté au niveau du chapitre 3 qui porte sur l'organisation. Rappelez-vous qu'on a déjà défini le management en tant que processus composé de 4 étapes, dont la planification, qu'on a abordé déjà au niveau du chapitre 2, l'organisation, la direction et à la fin le contrôle. En parlant de l'organisation, l'objet de ce chapitre, donc ce concept, on l'a défini déjà au niveau du management 1 selon 2 approches, une approche dite structurelle et une approche dite managériale. Selon l'approche structurelle, l'organisation est tout simplement l'entité structurée. Donc on a déjà donné des exemples, on a dit que l'entreprise c'est une organisation, l'hôpital, une association, une coopérative, etc. Selon l'approche managériale, et donc c'est bien évidemment c'est celle qui nous intéresse au niveau de ce chapitre, c'est-à-dire c'est la deuxième étape du processus du management, l'organisation est définie selon l'approche managériale en tant qu'une activité qui s'exerce dans l'entreprise. C'est une activité qui s'exerce dans n'importe quelle organisation en général, et en particulier c'est une activité qui s'exerce dans une entreprise. Alors qu'est-ce qu'organiser ? Organiser en tant qu'activité bien sûr, en tant que fonction exercée au niveau de l'entreprise, c'est tout simplement établir un état, une hiérarchisation des différentes personnes composant l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut assurer une certaine hiérarchisation de l'ensemble des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Et ce qui est le plus important, c'est d'assurer une certaine coordination entre l'ensemble de ces personnes. Pourquoi ? Parce que ces personnes doivent impérativement travailler ensemble pour réaliser les objectifs de l'entreprise. On peut dire aussi qu'organiser, c'est étudier le fonctionnement d'une entreprise et analyser comment elle met en œuvre les différents moyens dont elle dispose pour atteindre les objectifs fixés par cette dernière. Et on peut dire tout simplement qu'organiser, c'est choisir et mettre en place une structure. Alors là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une structure ? Ou plus précisément la structure organisationnelle, est un système de tâches, de rapports hiérarchiques et de liens de communication, parce qu'on a dit que l'organisation permet d'assurer une certaine coordination entre l'ensemble des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise dans le but de réaliser les objectifs de l'entreprise. Et donc pour assurer cette coordination, il faut impérativement qu'il y ait des liens de communication. Donc la structure organisationnelle, c'est une configuration qui permet de faciliter l'organisation du travail pour l'entreprise. La structure organisationnelle, c'est aussi l'ensemble des fonctions et de relations déterminant formellement les missions que chaque unité, que chaque sous-unité, que chaque salarié doit effectuer au sein de l'entreprise, et donc les modes de collaboration entre l'ensemble de ces personnes, entre l'ensemble de ces unités et entre l'ensemble de ces sous-unités. Et donc d'une manière simple, on peut dire que la structure organisationnelle, c'est l'ossature formelle sur laquelle se fondent les activités de l'organisation. On arrive maintenant aux caractéristiques de la structure. Donc chaque structure organisationnelle a 3 caractéristiques principales qui sont la spécialisation, la coordination et la formalisation. Qu'est-ce que la spécialisation ? C'est le choix du mode et du degré de division du travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on va choisir une spécialisation ou bien une division par tâche, bien sûr au sein de l'entreprise, une division par produit ou une division par fonction. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite au niveau des différents types de structures organisationnelles. Deuxième caractéristique, c'est la coordination, c'est-à-dire quel est le mode de collaboration que l'entreprise a établi entre les différentes unités de son entreprise. Donc est-ce qu'il y a une faible collaboration ou bien une collaboration importante entre l'ensemble des unités de l'entreprise. Et enfin, la formalisation, c'est-à-dire quel est le degré de précision dans la définition des fonctions et des liaisons entre les différentes unités de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une définition stricte et détaillée des rôles de chacun au sein de l'entreprise, ou bien l'entreprise laisse une certaine liberté à l'initiative individuelle.
Alors, quels sont les éléments clés d'une structure organisationnelle? Donc, on distingue en général 6 éléments de base pour toute structure organisationnelle, qui sont premièrement la spécialisation du travail, c'est-à-dire que chaque activité au sein de l'entreprise doit être découpée en plusieurs étapes, en une série d'étapes, et que chaque activité, ou bien chaque étape plutôt, chaque tâche sera effectuée par un seul individu. Deuxième élément clé, c'est la chaîne hiérarchique ou bien la chaîne de commandement, c'est-à-dire que chaque employé, en général, chaque employé reçoit les ordres d'un seul chef. Troisième élément clé, c'est l'éventail de contrôle ou bien l'éventail de subordination, c'est-à-dire que là, l'entreprise va fixer pour un manager un nombre de subordonnés qu'il puisse bien évidemment diriger d'une façon efficace et efficiente. Par exemple, on va dire que ce manager, il a la capacité de diriger d'une façon efficace et efficiente 6 subordonnés au maximum. Quatrièmement, l'autorité et la responsabilité. Et donc, on a déjà défini l'autorité comme la capacité de faire obéir les autres sans utilisation de la force, c'est-à-dire que là, il faut déterminer l'autorité de chacun au sein de l'entreprise, surtout les managers, les supérieurs, et bien évidemment, la responsabilité de réaliser les tâches assignées, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine obligation pour réaliser les tâches assignées pour chaque personne au sein de l'entreprise. Cinquièmement, c'est la centralisation ou bien la décentralisation. Donc ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la nature, du type de structure organisationnelle choisie par l'entreprise. C'est ce que, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on va voir par la suite au niveau des types de structures organisationnelles. Donc pour la centralisation, donc là on dit que l'entreprise elle est centralisée. Donc dans le cas d'une entreprise centralisée, les décisions ils sont prises à des niveaux élevés par un nombre réduit de personnes. C'est-à-dire que là les décisions sont prises par les supérieurs. Et là on dit que l'entreprise elle est centralisée. Dans le cas inverse, c'est-à-dire le cas d'une entreprise décentralisée, donc là, l'autorité de prise de décision, elle est déléguée aux niveaux inférieurs de l'entreprise. Rappelez-vous qu'on a dit, par exemple, que l'entreprise pourra déléguer, pourra donner une certaine liberté à l'initiative individuelle. Et donc, c'est là qu'on parle d'entreprise décentralisée, c'est-à-dire que l'entreprise ou bien les supérieurs délèguent de l'autorité au niveau inférieur de l'autorité ou bien voilà, l'autorité de prise de décision à des niveaux inférieurs de l'entreprise. Et enfin, la départementalisation, c'est-à-dire que l'entreprise va regrouper ses activités soit par fonction, soit par produit, soit par client, soit par territoire, soit par processus, etc. Donc c'est selon la nature de l'entreprise, selon sa taille, selon sa stratégie, etc. C'est ce qu'on va voir. La structure organisationnelle d'une entreprise, elle est représentée par un organigramme. Donc, qu'est-ce qu'un organigramme? Un organigramme, c'est une représentation graphique de la structure de l'organisation. Donc, qui permet de donner une idée sur la répartition des tâches, sur les différents niveaux hiérarchiques, sur les relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les différents niveaux. Et donc là, ce sont bien évidemment les avantages de l'organigramme, c'est-à-dire de cette représentation graphique de la structure organisationnelle. Cependant, cet organigramme a des inconvénients puisqu'il est considéré comme un outil statique, c'est-à-dire qui est stable, puisqu'il décrit la situation ou bien la structure de l'entreprise juste à un moment donné. Aussi, cet outil ne représente pas les relations informelles. Et donc, on va voir dans la représentation de Mintzberg que ces relations jouent un rôle crucial dans l'organisation de l'entreprise. Et aussi, cet organigramme ne renseigne pas sur les flux de travail, c'est-à-dire qu'il ne donne pas une idée sur les mouvements de travail au sein de l'entreprise, tels que les recrutements, les licenciements, etc. Donc pour résumer, cet organigramme donne une image exacte de la division du travail et indique au premier coup d'œil quels postes existent dans l'organisation, comment ils sont groupés en unités et comment l'autorité formelle circule entre les différentes unités. Cependant, cet organigramme ne décrit pas les relations informelles. Et donc c'est justement pourquoi Mintzberg a remis en cause la structure formelle en 1990, parce que selon lui, il n'est pas possible de comprendre une organisation en étudiant simplement sa structure formelle. C'est-à-dire,
que pour étudier la structure formelle et pour étudier la structure organisationnelle, il faut tenir compte des relations informelles, en plus des relations bien évidemment formelles. Il faut tenir aussi compte des normes et des règles officielles mais aussi officieuses et des relations de coopération et de proximité. Et c'est pourquoi Mintzberg a proposé une représentation des structures ou bien de la structure organisationnelle à partir de 6 parties. Donc ils sont le sommet stratégique, le centre opérationnel, la ligne hiérarchique, la technostructure, les fonctions de support et logistique et enfin l'idéologie. Donc la première partie de la représentation de Mintzberg, c'est le centre opérationnel qui est composé de personnes qui effectuent le travail de base de production, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées de la transformation des intrants en extrants, c'est-à-dire les ouvriers qui sont chargés de la production, de la transformation des matières premières en produits finis. Et donc aussi les personnes qui sont chargées de la commercialisation des biens et des services produits par l'entreprise. Deuxième partie, c'est le sommet stratégique qui est composé des hauts dirigeants qui définissent la stratégie et les grandes orientations de l'entreprise et donc qui veillent à son bon fonctionnement. La troisième partie, c'est la ligne hiérarchique et donc là, c'est tout simplement la liaison qui relie le centre opérationnel et le sommet stratégique. Donc on l'appelle la courroie de transmission entre le centre opérationnel et le sommet stratégique et qui est composé de personnes qui ont la mission d'assurer la liaison entre le sommet stratégique et le centre opérationnel et donc ces personnes détiennent une autorité. Quatrième partie, ce sont les fonctions de support logistique et donc là, ce sont des services qui assurent des fonctions qui ne concourent pas directement à la production, mais qui sont là pour appuyer les autres fonctions, pour appuyer et aider les autres fonctions, telles que le cafétéria, service postal, le conseil juridique, etc. Cinquième partie, c'est la technostructure, composée des analystes qui ont pour mission la planification, l'organisation et le contrôle. Et la dernière partie, c'est l'idéologie, composée de l'ensemble des éléments culturels comme les croyances, les traditions et les comportements qui sont partagés par les membres de l'organisation. Donc ces parties de la structure sont reliées par un système de 5 flux. Donc, le premier type de flux, c'est le flux d'autorité formelle. Et donc là, c'est tout simplement les relations entre les supérieurs et les subordonnés et qui sont régies par l'autorité détenue par les supérieurs. Deuxième type de flux, c'est le flux d'activité régulée. Et donc là, c'est le flux de travail ou bien les flux de travail qui sont prévus par les procédures, tels que le flux opératoire, le flux de contrôle ascendant et descendant, et en plus du flux horizontal d'information fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'un flux opératoire? Donc le flux opératoire, c'est tout simplement les flux qui ont une relation avec la transformation d'intrants en extrants, c'est-à-dire les flux qui ont une relation directe avec les opérations de production. Le deuxième type de flux, toujours pour les flux d'activité régulée, c'est le flux de contrôle ascendant, c'est-à-dire c'est tout simplement les informations qui sont transmises par les subordonnés aux supérieurs. Pourquoi faire? C'est pour donner une idée ou bien c'est pour transmettre des informations sur, par exemple, le degré de réalisation des activités. Et donc pour le faire, les subordonnés peuvent envoyer des rapports, des statistiques, des documents comptables ou bien transmettre des informations d'une façon orale. Flux de contrôle descendant, c'est-à-dire là on parle de décisions, c'est-à-dire des décisions prises par les supérieurs et que les subordonnés, c'est pourquoi on dit qu'ils sont descendantes, parce que ce sont les subordonnés qui doivent exécuter ces décisions. Donc là, ce sont des flux qui partent du haut de la structure vers le bas, vers les subordonnés. Et un flux horizontal d'informations fonctionnelles. Pourquoi ils sont horizontales ou bien pourquoi ce flux il est horizontal? Parce que ces informations circulent entre les différentes fonctions de l'entreprise. Troisième type de flux, ce sont les flux de communication informelle. Et donc là, ce sont les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations entre les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Et donc ces relations constituent la vie sociale de l'entreprise.
Quatrième type de flux sont les flux de constellation de travail. Donc on dit qu'au sein des entreprises, les individus ils ont en général tendance à travailler au sein de petits groupes, de pairs ou bien de coteries et qui sont constitués sur des bases horizontales. C'est-à-dire que ces groupes de pairs ou bien de coteries, ils sont composés de personnes qui appartiennent à la même position hiérarchique. Cinquième type de flux, ce sont les flux de décision ad hoc. Et donc là, ce sont les flux de décision qui ne sont pas programmés à l'avance par l'entreprise.